La situation de guerre en Ukraine va malheureusement entraîner un lot important de réfugiés vers l'Union européenne. Si vous regardez la carte de l'Ukraine, vous constatez à l'ouest que, mis à part la Moldavie en bas, tous les autres États sont des États membres de l'Union européenne, successivement la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie. Il y a déjà un nombre important de personnes qui ont trouvé refuge en Pologne et en Roumanie. Alors, quel sera ce nombre? C'est toujours difficile de le savoir selon les estimations du Haut Commissariat aux réfugiés près des Nations Unies. Il y aurait de 2,5 millions à 6 millions de personnes qui pourraient quitter l'Ukraine, dont à peu près la moitié, c'est-à-dire de l'ordre de 1,2 million à 3,2 millions, seraient susceptibles de demander une protection internationale pour pouvoir vivre dans un des États membres de l'Union européenne. Il paraissait donc intéressant, en complément de ce MOOC, de revenir sur la question de la protection temporaire des personnes déplacées, qui, pour la première fois dans l'histoire d'une directive européenne, va être actionnée pour faire face à ce nombre important de personnes qui vont quitter l'Ukraine. Alors, petit rappel de choses qui sont dans l'ensemble du MOOC. Nous avons 4 types de protection internationale et une protection nationale. On va laisser cela de côté, on va laisser de côté la protection subsidiaire qui a été vue dans le MOOC pour faire le rappel de 3 protections qui pourraient s'appliquer aux réfugiés ukrainiens. La première, la protection Genève, le statut de réfugié. La deuxième, la protection subsidiaire, qui est dans la directive qualification qui a été étudiée. Et puis la troisième, la protection temporaire, qui va pour la première fois donc être actionnée. Voyez, pour rappel, le texte dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'article 78, où on retrouve ces formes de protection. Vous savez qu'à la lettre A et B, vous avez la protection Genève et la protection subsidiaire, qui sont dans la directive qualification. Et puis, vous voyez apparaître maintenant, en dessous de cela, à la lettre C, ce système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées. Et ce système de protection temporaire des personnes déplacées en cas d'afflux massif a été, dans le droit de l'Union européenne, mis en œuvre par la directive protection temporaire en 2001, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans. Depuis lors, cette directive protection temporaire n'a jamais été actionnée. On y reviendra dans un instant. Petit rappel d'abord sur les 2 autres modes de protection possibles. La Convention de Genève, souvenons-nous, elle définit le réfugié comme toute personne qui craint avec raison une persécution pour 5 motifs: race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social ou opinion politique. Souvenons-nous aussi, vous le voyez à l'écran, que cette protection de Genève peut, le cas échéant, protéger des personnes, y compris dans des situations de conflit armé. Le Conseil d'État de Belgique l'a rappelé dans cette décision Muric, qui concernait précisément à l'époque l'ex-Yougoslavie et l'explosion de l'ex-Yougoslavie, s'agissant ici d'un couple mixte à la fois musulman et chrétien. Il avait été considéré qu'il pouvait très bien entrer dans la protection de Genève parce qu'il craignait avec raison une persécution. On peut très bien imaginer aujourd'hui qu'un couple ukrainien et russe, et il y en a, pourrait entrer dans la définition du réfugié et bénéficier de la protection Genève. Deuxième rappel,
À côté de la protection Genève, vous avez la protection subsidiaire qui vise notamment spécifiquement, je cite, les menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé, interne ou international. Sur la base des jurisprudences que nous avons vues, Diakité, El Ghafaji, il est clair aujourd'hui qu'il y a conflit armé et il est clair qu'il y a des violences aveugles qui peuvent frapper des civils. Donc là aussi, cette protection subsidiaire pourrait protéger de nombreuses personnes qui fuient ou vont fuir l'Ukraine. Pourquoi ces deux formes de protection-là ne sont pas adaptées à la situation? C'est que ce sont deux formes de protection, Genève et la protection subsidiaire, qui demandent un examen individuel du cas de chaque personne et donc qui demandent tout un processus, vous l'avez vu, de procédure d'examen qui peut prendre un certain temps et devoir entraîner l'utilisation de forces administratives, d'administration publique pour réaliser cet examen individuel. On se doute que ce n'est pas du tout adapté lorsqu'on se trouve en présence de millions de personnes qui arrivent. D'où la protection temporaire. Et la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt que nous avions vu ensemble qui concerne le règlement Dublin sur la répartition de la responsabilité entre les États membres de l'Union européenne, avait déjà évoqué cette directive de 2001 sur la protection subsidiaire, sur la protection temporaire. Voyez cet extrait de cette décision NS en 2011 où la Cour de justice de l'Union européenne rappelle qu'il y a dans le mécanisme Dublin qui répartit les réfugiés entre les États membres de l'Union européenne sur la base principalement du premier État dans lequel ils sont entrés sur le territoire de l'Union européenne, la Cour rappelle que le but, c'est de créer une certaine solidarité et un partage équitable de responsabilités entre les États membres. Et la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que le meilleur instrument de ce partage équitable et de mise en œuvre de la solidarité dans l'accueil des réfugiés, c'est précisément cette directive 2001-55, c'est-à-dire la directive protection temporaire. Mais vous le voyez, à l'époque, la Cour ne pouvait que constater que cette directive n'était pas d'application dans la situation de l'époque, parce que cette directive ne vise que des situations tout à fait exceptionnelles, à savoir l'afflux massif de personnes déplacées. Alors pourquoi ? Pourquoi cette directive protection temporaire n'a jamais été actionnée depuis 20 ans, alors que certains États membres de l'Union européenne l'avaient demandé, notamment en 2015 lors de l'afflux important de réfugiés venant de Syrie. C'est que ce qui était une chose positive dans le texte de cette directive s'est avéré un obstacle. La chose positive, c'est qu'on n'a pas défini ce qu'est un afflux massif. On n'a pas voulu mettre un chiffre. 10 000 personnes, 100 000 personnes, 1 million de personnes, 10 millions de personnes. Ça dépend des circonstances. On ne voulait pas chiffrer cela. On a mis à la place des chiffres une procédure en disant c'est le Conseil de l'Union européenne qui décidera quand est-ce qu'il y a afflux massif. Mais pour cela, il faut la majorité qualifiée au sein du Conseil de l'Union européenne. Or, cette majorité qualifiée, jusqu'à ce jour, n'avait jamais été atteinte. Quand certains États, l'Italie par exemple, ont demandé que cette directive protection temporaire soit actionnée considérant qu'il y avait un afflux massif de personnes déplacées, il s'est toujours trouvé
une minorité de blocage au sein du Conseil, ce qui a fait que cette directive n'a jamais été concrètement appliquée pendant les 20 premières années de son existence. Or, aujourd'hui, pour la première fois, effectivement, il y a une décision qui est prise à l'unanimité. Il n'a même pas fallu atteindre la majorité qualifiée. Tous les États membres de l'Union européenne au sein du Conseil, à l'unanimité, vous voyez la décision 2022-382 du 4 mars 2022, la décision constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine au sens de la directive protection temporaire en son article 5 qui prévoyait cette procédure. Voilà donc la décision prise. Il y a afflux massif de personnes déplacées en provenance de l'Ukraine. Il y a donc activation de la directive protection temporaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui, fouillant l'Ukraine, va être protégé par cette directive protection temporaire? Comment et où? Alors qui d'abord? Voyez l'article 2 de la décision du 4 mars 2022 qui précise quelles sont les personnes auxquelles s'applique la protection temporaire. Alors, il s'agira de toutes les personnes, ayant la nationalité ukrainienne, les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine à la date du début de la guerre, c'est-à-dire le 24 février 2022, et 2, également les personnes qui bénéficiaient en Ukraine elles-mêmes d'un statut de réfugié, de protection internationale ou nationale comme réfugiés. Cela étant dit, on se demande ce qu'il en est des autres qui ne sont pas ukrainiens ou réfugiés, c'est-à-dire des étrangers résidant en Ukraine. Alors, certains, s'ils sont membres de la famille d'Ukrainiens, seront également protégés. Vous voyez le troisième point, la lettre C, qui vise les membres de la famille, sans dire que ces membres de la famille devraient être eux-mêmes ukrainiens. Donc si je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure d'un couple monsieur ukrainien, madame russe, l'épouse russe bénéficiera elle aussi de ce statut de protection en tant que personne déplacée. Mais qu'en est-il des autres étrangers qui ne sont pas membres de la famille d'Ukrainiens? La discussion a été là la plus forte entre les États membres et c'est là qu'une petite limitation a été introduite par rapport à ce qui pouvait être envisagé dans la directive protection temporaire elle-même. S'agissant donc des étrangers non ukrainiens, vous voyez qu'on prévoit à l'article 2.2 qu'on donnera également cette protection temporaire aux étrangers qui bénéficient en Ukraine d'un séjour permanent. Concrètement, ça veut dire qu'ils résident en Ukraine depuis plus de 5 ans et que, compte tenu de ce séjour permanent, ils ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou dans leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. Ensuite, que prévoit-on pour ceux qui ne bénéficient pas d'un séjour permanent en Ukraine? La directive envisageait que pour eux aussi, s'ils n'étaient pas en mesure de retourner dans leur pays d'origine dans des conditions sûres et durables, ils pourraient bénéficier de la protection temporaire. Là, la décision fait un petit pas de retrait en disant que les États membres pourront décider
Les États membres pourront décider, c'est-à-dire, vous voyez les mots utilisés, ils peuvent, ils ne sont pas obligés, ils peuvent également appliquer la décision directive protection temporaire à d'autres personnes qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables. Et donc là, une assez large marge de manœuvre est laissée aux États pour décider si aux étrangers qui n'ont pas le séjour permanent en Ukraine au moment où ils fuient, si pour ces étrangers-là, la protection temporaire sera également accordée ou non. Alors, quel sera le contenu de cette protection temporaire? Combien de temps pourra-t-elle éventuellement protéger la personne? Et où cette protection temporaire protégera la personne concernée? Combien de temps d'abord? La décision, conformément à la directive, prévoit, c'est une protection temporaire, donc qui n'est pas destinée en principe à demeurer, on prévoit 1 an. 1 an qui pourrait, le cas échéant, être renouvelé par 2 périodes de 6 mois, soit au total atteindre une période de 2 ans. Pendant cette période-là, les personnes individuellement pourraient être susceptibles de demander la protection internationale 1, Genève, et 2, subsidiaire que nous avons rappelé tout à l'heure. Mais le principe est que, aussi longtemps qu'elles sont protégées par cette protection temporaire, l'examen d'une demande de protection individuelle Genève ou subsidiaire sera suspendu. Elle sera réactivée le cas échéant à la fin de la protection temporaire si les personnes ne peuvent toujours pas retourner chez elles et craignent des persécutions ou des atteintes graves au sens de la protection Genève ou de la protection subsidiaire. Où les personnes vont-elles être protégées? Où cette protection temporaire sera-t-elle accordée? On peut très bien imaginer ce qui se passe, c'est que des personnes fuient d'abord vers la Pologne, restent un certain temps en Pologne et puis continuent leur voyage vers l'Allemagne, la France, l'Espagne, différents États membres de l'Union européenne. Dans quel pays cette protection temporaire devra-t-elle être accordée? La chose n'est pas encore totalement claire. Mais il y a tout de même, et c'est probablement un des éléments les plus importants dans la mise en œuvre de cette protection temporaire, il y a tout de même quelque chose de nouveau, c'est le libre choix. En principe, les personnes pourront choisir l'État dans lequel elles bénéficieront de cette protection temporaire. Vous voyez que par rapport à l'ensemble du mécanisme d'accueil des réfugiés en Europe jusqu'à ce jour, c'est totalement différent. Jusqu'à présent, c'est le mécanisme Dublin, c'est-à-dire les États membres sur la base des critères du mécanisme Dublin qui désignaient l'État responsable de l'examen de la demande d'asile. Aujourd'hui, pour les Ukrainiens et certains étrangers qui fuiront l'Ukraine, la donne est complètement renversée en ce sens qu'ils pourront choisir le pays dans lequel ils bénéficieraient de cette protection temporaire. En effet, dans la décision activant la protection temporaire, vous voyez qu'il est mentionné que l'article 11 de la directive protection temporaire ne sera pas utilisé. Or, cet article 11 prévoyait précisément
qu'un État membre pourrait renvoyer une personne bénéficiant de la protection temporaire dans un autre État membre vers cet autre État membre. Et cela, ce ne sera pas le cas. Ce qui veut dire qu'en principe, c'est la personne elle-même qui choisira le pays dans lequel elle bénéficiera de cette protection temporaire. Ça ne règle pas tout, parce qu'il faudra voir au fil du temps comment cela va être mis en place. On sait que les flux de personnes qui fuient des situations comme celle-là, ils ne sont pas instantanés, ils prennent un certain temps. Je reprends l'exemple des personnes qui fuient vers la Pologne. Dans un premier temps, beaucoup de personnes vont rester en Pologne dans l'espoir qu'il y aura une fin rapide à ce conflit et que l'on pourra retourner au pays. Ce n'est qu'après un certain temps que des personnes se diront, sauf pour celles qui ont de la famille ou autres dans d'autres pays, mais que les autres personnes se diront « je vais peut-être aller voir dans un autre pays, l'Allemagne, la France, selon mes connaissances linguistiques, etc., où j'ai des chances de trouver éventuellement un emploi ». Donc, il y aurait déplacement du pays responsable de la protection temporaire. C'est une chose que les textes ne règlent pas clairement à ce jour et qui feront certainement encore l'objet de débats ultérieurs entre les États membres. En tout cas, à ce stade-ci, il faut certainement saluer cette décision de l'Europe de mettre en œuvre la directive protection temporaire, regretter aussi probablement qu'elle n'a pas été mise en œuvre antérieurement pour d'autres situations d'afflux massif, notamment concernant les Syriens. Et il faut s'interroger, vous le voyez dans ce petit texte pour le futur, est-ce qu'on est en présence d'une évolution du droit international des réfugiés, en tout cas dans le cadre européen, ou d'une véritable révolution qui permet aux fugitifs de choisir le pays dans lequel ils demandent la protection internationale? Ce sont des questions qui vont s'éclairer dans le futur. Malheureusement, comme pour la Convention de Genève en 1951, qui a fait suite aux horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, on doit constater une fois de plus que l'inconséquence humaine est que c'est à la suite d'une situation de grave conflit, de crise, qu'il y a en réponse un sursaut d'humanité et une évolution du droit international. C'est sans doute toute la complexité de l'espèce humaine, à la fois de pouvoir faire le pire et le meilleur.